Polygone est fier de vous présenter son nouveau format, les grandes entrevues présidentielles de Polygone, dont le but est de questionner l'ensemble des candidats à la présidentielle 2022. Aujourd'hui, pour la 4e interview, nous avons l'honneur de recevoir Madame Anne Hidalgo. Madame Hidalgo, bonjour. Bonjour à vous. Nous sommes heureux de vous recevoir pour vous interroger sur votre programme et votre vision pour la France. Vous êtes la candidate investie par le Parti Socialiste depuis septembre 2021. Vous avez été également élu maire de Paris en 2014 et réélu en 2020. Vous avez sorti votre programme pour la présidentielle en début d'année 2022. Pour débuter cet entretien, nous allons aborder votre vision que vous portez pour les institutions de la Ve République et notamment le rôle de l'État-providence. Dans votre programme, vous faites le constat d'un essoufflement de la Ve République, perte de confiance entre élus et électeurs, un président qui appauvrit la démocratie par une trop grande concentration du pouvoir entre ses mains. Face à cela, vous proposez un renouveau pour notre République, un système électoral nouveau avec un mode de scrutin proportionnel qui prendrait en compte le vote blanc et les élections législatives en amont des élections présidentielles. Vous souhaitez également que les citoyens puissent participer politiquement davantage qu'actuellement par la mise en place du référendum d'initiative partagée et le référendum d'initiative citoyenne. Dans cette Ve République remaniée, quelles doivent être les places du président de la République, du gouvernement et du Parlement dans nos institutions ? Merci. D'abord, très juste, c'est bien cette vision-là que je veux porter, partant du principe que nous connaissons 3 grandes crises qui sont simultanées dans notre pays, d'ailleurs pas que dans notre pays, mais auxquelles nous devons répondre. Une crise sociale, on y reviendra sans doute sur les inégalités, les injustices, les questions de pouvoir d'achat. Une crise climatique, pas besoin de faire beaucoup de dessins, mais sur laquelle il faut apporter des réponses urgentes et massives. Et une crise démocratique. D'ailleurs, la crise démocratique est assez corrélée aussi aux inégalités dans notre pays qui font que ces inégalités ont beaucoup touché la classe moyenne et lorsque la classe moyenne doute des capacités de cet État-providence et de la possibilité pour elle d'assurer un avenir à ses enfants, eh bien, la première victime collatérale de ce doute, c'est la démocratie et c'est le doute sur nos institutions. Il y a un très bon rapport de l'OCDE qui date maintenant de 4 ou 5 ans, qui décrit très bien ce processus, pas simplement en France, mais dans tous les pays de l'OCDE. Donc, la question de la crise démocratique, et oui, je rentre par cette idée qu'il nous faut redonner du pouvoir aux citoyens. Redonner du pouvoir aux citoyens, c'est ce qu'ils ont réclamé, et on l'a vu à l'occasion notamment du mouvement des Gilets jaunes, au moins dans la première partie de ce mouvement, avec cette revendication qui est revenue en permanence, qui reste d'ailleurs un marqueur très important de ce que bon nombre de nos concitoyens qui étaient dans ces mouvements de Gilets jaunes ont réclamé, c'est-à-dire un pouvoir plus direct. Ce n'était pas pour moi une orientation évidente que de dire le référendum doit faire son irruption dans notre système démocratique et institutionnel, mais je crois aujourd'hui que c'est une nécessité de pouvoir donner ce pouvoir-là, ce droit-là, bien sûr avec des règles, puisqu'il ne s'agit pas de faire des lois contraires ni à la Constitution, ni aux traités internationaux ou européens qui nous lient, mais il s'agit vraiment de pouvoir s'emparer pour les citoyens de ce pouvoir, et je propose d'ailleurs, pour appuyer ce pouvoir des citoyens nouveaux, qu'il y ait une transformation du Conseil économique, social et environnemental en chambre de la société civile qui viendra aider, accompagner, traduire ces initiatives citoyennes et leur permettre de pouvoir prospérer. Par exemple, j'imagine que sur le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, on pourrait avoir 1 million de signatures et ensuite un processus qui pourrait être accompagné par cette nouvelle chambre de la société civile pour avancer. Mais je ne fais pas que le diagnostic d'un besoin d'intervention plus directe des citoyens entre 2 grands moments d'élection. Je fais aussi le diagnostic qu'il y a une pratique de la Ve République par notamment Emmanuel Macron qui a conforté, qui a vraiment montré les limites d'une interprétation d'un pouvoir ultra centralisé, d'un pouvoir concentré entre les mains du président qui s'est mêlé de tout, qui a été tour à tour président, Premier ministre, qui n'a pas laissé le Parlement non plus jouer son rôle, puisqu'on voit bien
les députés En Marche ont été une sorte de chambre d'enregistrement qui a eu très peu de connexion d'ailleurs aussi avec nos concitoyens. Et donc il y a une part d'interprétation de la Ve République que je n'aurai pas, et là ça ne nécessite pas des changements de texte, mais je pense que le président doit présider, c'est-à-dire vraiment être là pour fixer le cap, pour bien sûr définir la politique tel qu'il le fait à l'échelle de la nation, pour évidemment défendre les intérêts du pays, pour avoir aussi cette compétence en matière notamment internationale et en matière de défense. Mais que le Premier ministre doit être vraiment le chef du gouvernement. C'est lui qui conduit la politique de la nation. D'ailleurs, le gouvernement est responsable et devant le Parlement. Le président ne va pas devant le Parlement, donc il n'y a pas de lien entre cette part de la représentation nationale et le président. En revanche, le Premier ministre a cette responsabilité, à la fois parce qu'il est nommé par le président et ensuite voté dans sa responsabilité au Parlement. Donc le Premier ministre doit vraiment jouer son rôle de chef de gouvernement et c'est lui qui conduit la politique très concrètement de la nation. Je propose, ça c'est pas de l'interprétation, ça nécessitera bien sûr des changements de texte, je propose par exemple qu'une partie des pouvoirs de nomination du président soit aussi transférée au Premier ministre. Et le Parlement, il doit pouvoir jouer beaucoup mieux son rôle. Que les parlementaires aient une plus grande maîtrise de l'ordre du jour, qu'il y ait une relation aussi qui pourrait être constitutionnalisée entre les parlementaires et les citoyens à partir de cette possibilité aussi donnée aux citoyens d'intervenir dans le processus législatif, qu'ils puissent avoir un droit d'amendement dans un processus législatif, que les parlementaires soient aussi, non pas dans un système de vote impératif, ça je n'y suis bien sûr pas du tout favorable, mais en revanche que le parlementaire soit dans une forme quand même d'obligation, de responsabilité, de devoir d'associer les citoyens à l'élaboration de la loi. Et là aussi, je propose que dans chaque département, il y ait un conseil qui puisse accompagner et le parlementaire qui aurait par exemple besoin de réunir les citoyens de sa circonscription pour les faire participer à l'élaboration de la loi, ou même dans l'autre sens, des citoyens qui voudraient eux s'emparer d'une loi pour pouvoir exercer leur droit d'amendement. Et puis bien sûr cette histoire de l'introduction d'une part de proportionnel, parce que là aussi notre système qui a aussi des vertus, puisque disons-le, c'est quand même un système stable, mais c'est un système qui, en plus avec une interprétation aussi radicalement centralisée que celle du président Macron, fait que on a une représentation du peuple qui n'est pas dans la diversité de ce qu'est aujourd'hui la société française, et donc un système qui soit très inspiré de l'Allemagne en ce qui concerne le vote pour les députés. Une part du vote est dirigée directement vers l'élection d'un député dans sa circonscription, et l'autre part de son vote, c'est un parti politique que l'on va créditer et qui donnera cette finalement part de proportionnel dans ce scrutin. Merci. Afin de rebondir sur votre perception du rôle de l'État-providence en France, vous exprimez la volonté d'une plus grande décentralisation, et cela par un permis de faire, pour entretenir un climat de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Vous souhaitez également, en plus d'un transfert de compétences, faire un transfert de moyens pour rendre plus autonomes les collectivités. En pratique, quelles compétences et moyens souhaitez-vous renforcer ou transférer aux collectivités territoriales? Là aussi, vous savez, l'expérience qui est la nôtre sur ces 5 dernières années, cette hyper-centralisation, est quelque chose qui a beaucoup entravé justement ce besoin de respiration de la société française. Les maires, et je suis maire aussi de Paris, certes la capitale de la France, mais c'est une fonction de maire. Pendant ces 5 ans, nous avons été considérés, pas du tout
comme des pouvoirs locaux, pas du tout comme des acteurs de la démocratie. D'ailleurs, si vous reprenez le discours du président de la République lors du dernier congrès des maires, lorsqu'il est venu parler devant les maires, il a dit quelque chose qui est profondément sa conception et avec laquelle je suis en total désaccord. Il a dit, il n'y a pas de décentralisation, ça n'existe pas la décentralisation, il n'y a qu'un État. Il a dit, je suis le chef de l'État. Et les maires sont des agents de cet État dans l'exécution d'un certain nombre de décisions. J'avoue que tous les maires qui étions là, nous sommes restés assez stupéfaits devant cette vision qui n'a rien d'un État moderne. Il n'y a pas un État aujourd'hui moderne sur la planète dans lequel le chef de l'État expliquerait qu'il y a lui, les citoyens et rien entre les deux et surtout pas de pouvoirs locaux. Ça n'existe pas aussi. Il y a des systèmes très archaïques et très concentrés qui parfois n'ont plus rien à voir avec des démocraties, mais enfin dans les démocraties modernes, ça n'existe pas. Ce qui est quand même très troublant parce qu'on a un président plutôt jeune et qu'on aurait pu imaginer que quand même il comprenne le besoin de respiration de la société et qu'il comprenne aussi le besoin de s'appuyer sur ses pouvoirs locaux pour être plus efficace dans l'action publique. Parce que l'action qu'il a conduite en tant que chef de l'État, quand même, n'a pas été d'une très grande efficacité et on le voit encore avec la gestion de la crise sanitaire. Donc, l'autre élément de constat, c'est que ces 5 dernières années ont été des années très très dures pour les collectivités locales, où il a supprimé, ce qui était son engagement de campagne, la taxe d'habitation, en disant qu'il la remplaçait par une dotation. On sait que le problème des dotations, c'est que il y a toujours un engagement de l'État pour qu'on compense intégralement une perte de recettes ou un transfert de compétences, sauf que dans la réalité, ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de compétences, y compris avec des impacts très très lourds financièrement pour les collectivités qui ne sont toujours pas compensés. Il ne s'agit pas des communes, mais par exemple des départements, l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui est un transfert d'une compétence de l'État vers les départements. Cette compétence n'est pas aujourd'hui financée à 100%, même très très faiblement. J'en sais quelque chose puisque Paris est aussi ville et département. D'autres compétences sur le RSA ou sur, souvent dans le domaine des politiques sociales, qui sont des politiques à impact budgétaire très lourd, ne sont pas compensées. Donc moi je propose plusieurs choses. D'abord une décentralisation aboutie. Une décentralisation dans laquelle il y a un retour à l'autonomie budgétaire pour les collectivités et un engagement de l'État à transférer intégralement les moyens des compétences qu'il transfère aux collectivités. Je suis pour que chacune des collectivités, au niveau auquel elle se situe, joue pleinement le rôle qui est d'ailleurs dans ses compétences particulières. Par exemple, les régions ont une compétence en matière d'économie, en matière de développement économique, en matière de formation professionnelle. Les régions devront, et jouent d'ailleurs, je le dis souvent, un rôle quasiment de ministre de l'Industrie à la place de ce qui se passe au niveau de l'État. Donc c'est leur transférer aussi des pouvoirs, des compétences dans et de la contractualisation et de la définition des orientations, par exemple sur la politique économique ou industrielle du pays au niveau national, mais ensuite par un partenariat qui dans chaque région fera par exemple du président de région celui qui déploiera une politique industrielle dans la proximité pour réindustrialiser le pays, pour recréer de l'activité. Donc on est, et en tout cas je propose, d'aller vers cette décentralisation aboutie et faire confiance à ces élus locaux qui sont, je le redis, ceux qui ont permis sûrement au pays de tenir pendant ces 5 ans dans les crises successives et notamment les crises sociales que nous venons de traverser et celle des Gilets jaunes en particulier. On en vient à votre projet social, c'est une partie majeure que vous développez dans votre programme. En effet, vous comptez prendre des mesures dans le domaine de l'éducation, comme la lutte contre le décrochage scolaire ou encore, je cite, déployer des pédagogies ouvertes et inclusives. En plus de l'éducation secondaire, vous souhaitez également améliorer le système d'enseignement supérieur, notamment par la suppression de Parcoursup.
Dans cette optique, comment comptez-vous perfectionner et rendre plus juste le système scolaire français ? Là aussi, vous savez, partons toujours d'un diagnostic, parce que les idées, elles viennent pas comme ça, elles viennent aussi de la réalité des choses. L'OCDE dit depuis longtemps que le système éducatif français, qui était un des meilleurs au monde pendant très longtemps, s'est effondré, que nous sommes un système extrêmement inégalitaire qui ne corrige en rien les inégalités sociales et qui finalement un système qui conforte le déterminisme social qui fait que selon son milieu d'origine, on a plus ou moins de chances de pouvoir réussir à l'école et obtenir des diplômes. Ce que dit aussi l'OCDE de façon récurrente, c'est notre système éducatif en France est inquiétant sur 2 points. Il n'a pas du tout intégré que dans le monde qui vient, il nous faut donner aux jeunes la possibilité d'abord d'apprendre à apprendre, d'apprendre de façon plus collaborative et aussi avec des pédagogies beaucoup plus ouvertes. Et donc, je veux redonner à l'école de la République, sa vocation première qui est celle de permettre à chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, d'avoir la chance d'un enseignement de qualité qui lui permette de déployer aussi ses compétences et ses désirs pour s'inscrire dans la vie. Donc ça veut dire reconnaître aussi le rôle de l'enseignant à un niveau qui n'est pas celui aujourd'hui de la France. Je le redis, et c'est vérifié par toutes les données là aussi, notamment de l'OCDE. Les enseignants français, je pense par exemple aux professeurs des écoles, sont 2 fois moins payés que les enseignants en Allemagne ou même aux Pays-Bas. Il faut remettre vraiment, si l'on veut revaloriser l'école, ça veut dire aussi revaloriser, mieux former, recruter plus d'enseignants. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de recruter et qu'il y a plein de postes vacants parce qu'il n'y a plus de vocation, vu ce qui est devenu quand même aujourd'hui le métier d'enseignant. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, sur les pédagogies, il y a aujourd'hui pas mal d'enseignants qui, sur eux-mêmes, essayent, ouvrent. J'ai rencontré des enseignants qui font par exemple la classe dehors, et voilà, qui enseignent à l'extérieur, qui utilisent par exemple à Paris un jardin public pour faire la classe dehors. C'est très inspiré de ce qu'on voit dans des pays qui sont très innovants en matière d'éducation. Je pense notamment au Danemark ou encore à la Finlande. Et donc, ce sont des méthodes qui ont prouvé que on apprend mieux, on permet aussi justement de rétablir ces disparités scolaires. Et donc, je proposerais qu'il y ait là des états généraux des méthodes pédagogiques nouvelles, innovantes, que le numérique aussi soit un élément beaucoup plus présent dans ces nouveaux langages dont on a besoin pour justement affronter le monde qui vient. Et puis ensuite, il y a l'enseignement supérieur. Je vous le dis, moi, Parcoursup, c'est un système extrêmement choquant, extrêmement, je trouve, dur, violent, des algorithmes qui décident de vos vies et puis vous ne comprenez pas pourquoi et on va vous orienter vers des choix qui ne sont pas du tout les vôtres et on va briser des vocations alors qu'il y a des métiers pour lesquels la vocation, elle est au moins aussi importante que les compétences qu'on va acquérir en se formant. Donc, je veux casser ce système-là en le remplaçant par un système d'accompagnement des jeunes à partir de la 3e vers leur orientation et notamment en établissant aussi plus de contact avec le monde du travail pour que les jeunes sachent de quoi on parle quand on parle de tel ou tel métier et on ne peut pas s'en tenir simplement au stage de 3e. C'est quand même assez faible comme contact avec le monde du travail pour savoir vers quoi on veut aller. Je veux aussi qu'on reconnaisse que les jeunes ont le droit de tâtonner. À 18 ans, on n'est pas obligé de savoir ce qu'on va faire toute sa vie. Et d'ailleurs, vous comme moi, mais vous encore plus que moi, vous serez amenés à faire des métiers très très différents tout au long de votre vie. Et ça, on vous le dit pas. On vous dit il faut choisir une filière pour un métier. Non, vous allez choisir et vous allez, je l'espère, aller vers ce que vous aimez parce qu'on ne fait jamais
bien des choses qu'on n'aime pas. Bon, donc pour suppression de Parcoursup, accompagnement par une orientation qui permettent justement de mieux comprendre vers où on veut aller et ouvrir les possibilités. Dans l'ouverture de ces possibilités, vous pouvez très bien, et c'est le cas par exemple en Allemagne, ils ne sont pas dans ce stress-là. En Allemagne, ils laissent aux jeunes sortant du bac la possibilité pendant 1 an, voire même 2 ans, d'aller vers des systèmes de volontariat pour apprendre, pour comprendre, et puis de revenir ensuite dans un circuit de formation, lequel souvent est fait en alternance, et moi je prône la généralisation de l'alternance, même dans vos études de droit. Dans vos études de droit, qui sont des études qui nécessitent un gros bagage théorique, vous avez besoin aussi de voir la confrontation du droit au monde réel, quelle que soit la branche du droit que vous choisirez. Le fait que vous puissiez, pendant votre parcours d'étudiant, avoir une formation, par exemple, en alternance reconnue pour l'obtention de votre diplôme, qui vous amène à travailler là dans un cabinet d'avocat, là dans une direction juridique d'entreprise ou dans une administration ou même une association, c'est très très bien. Ça ne fera que renforcer vos compétences et on comprend mieux d'ailleurs à quoi servent les choses qu'on doit apprendre lorsque on voit qu'elles permettent de régler des situations réelles. Donc je veux ouvrir aussi cela. Et je veux miser sur l'enseignement supérieur parce qu'en fait, quand on regarde ce que fait aujourd'hui Parcoursup, ça gère aussi une pénurie de places. Voilà. Ce gouvernement n'a pas voulu augmenter les moyens de l'université en nombre de places, alors qu'on avait une génération plus nombreuse qui arrivait justement en accès dans les formations du supérieur. Donc je veux qu'on puisse se fixer un objectif de 60% d'une classe d'âge qui soit susceptible d'aller vers un diplôme du supérieur. Aujourd'hui, on est à 48%. Donc ça veut dire des moyens pour l'université également. Très bien. Vous mettez en avant dans votre programme l'importance de prendre des mesures concernant la justice, l'état de droit et la sécurité. En effet, vous considérez le système carcéral actuel comme un échec et vous comptez instaurer des sanctions plus éducatrices. Comment cela se traduira-t-il ? D'abord, par des moyens supplémentaires à la justice. Disons-le, là aussi, quand on regarde comment on se situe au niveau des différents pays européens, on est vraiment dans les dernières places du classement quand on regarde les moyens attribués à la justice au regard du nombre d'habitants. Même s'il y a eu ces 2 dernières années un peu plus de moyens, 8% chaque année d'augmentation du budget de la justice, quand on regarde dans le détail, ces 8%-là sont venus sur des programmes immobiliers pénitentiaires qui ne verront le jour que dans très longtemps. Alors que ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est des magistrats, c'est des greffiers pour pouvoir faire vivre aussi cette justice du quotidien. Sur la partie pénitentiaire, je crois qu'il faut absolument reconnaître, évidemment qu'il faut qu'il y ait un système et pénitentiaire et de sanctions, évidemment, pour qu'une société tienne avec l'état de droit, il faut absolument que la justice puisse fonctionner, que le droit soit dit et qu'on le respecte. Mais il y a aussi, à l'évidence, dans le système aujourd'hui tel qu'il est mis en œuvre, des peines qui s'avèrent en fait contre-productives et qui pourraient être utilement remplacées par des peines et des sanctions qui amènent aussi à avoir une valeur éducative. Évidemment, il ne s'agit pas de personnes qui auraient été, je dirais, concernées par le risque terroriste ou qui auraient porté atteinte à la vie des autres, mais vous avez beaucoup de peines qui pourraient tout à fait être aménagées et servir réellement de pédagogie pour obtenir, parce que le but de la prison, c'est bien sûr de punir, mais c'est aussi évidemment de pouvoir faire en sorte que la personne ait compris le mal qu'elle a fait à la société et qu'elle puisse se réinsérer en tenant compte du respect de la loi qu'elle n'a pas respecté à un moment donné. Donc ça veut dire aussi des moyens dans le suivi des peines. Ça veut dire aussi une justice qui soit une justice du quotidien. Là, je sors du pénal, mais on sait que ce qui vient beaucoup devant les tribunaux
tribunaux, ce sont souvent des litiges civils. On sait que le manque de moyens, de personnel, et notamment de greffiers et de magistrats dans les tribunaux fait qu'il y a des délais à rallonge et que souvent nos concitoyens perdent confiance parce que s'ils se disent j'ai un problème avec une assurance suite à un litige ou un accident et il va me falloir 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être pour obtenir un jour que la justice répare ce qui est arrivé, vous voyez bien qu'on perd confiance. Donc, et on ne peut pas tenir dans un pays sans que l'état de droit ne soit pas affirmé, mais pas de façon péremptoire, qu'il soit affirmé concrètement par l'exercice d'une justice du quotidien qui réponde à ce besoin de proximité et d'une certaine rapidité, bien sûr, en ayant pris le soin de reconnaître les droits opposables, qui sont les droits à la fois de la victime et aussi de la personne condamnée. Je le redis, on est dans un pays où je vais le dire un peu trivialement, mais le pire des salauds a le droit à sa défense. Et la preuve en est ce qui est en train de se passer sur le front du procès des attentats de Paris. Les pires des salauds ont droit à une défense. Ça ne veut pas dire qu'on va les excuser des actes qu'ils ont faits, mais je pense que notre pays s'honore d'avoir cette conception-là du droit, surtout quand on compare par exemple à ce qui s'est passé aux États-Unis où il n'y a pas eu de procès. Après le 11 septembre et les attentats du 11 septembre, la solution trouvée par les États-Unis, qui sont pourtant une grande démocratie, ça a été Guantanamo. Donc il faut absolument faire en sorte que cet état de droit soit une réalité, une fierté, et pour ça il faut des moyens à la justice. Nous allons à présent évoquer votre projet économique et environnemental. La question de la revalorisation du travail figure en tête de votre programme. Vous visez une augmentation des salaires, notamment une hausse du SMIC de 15%. Comment comptez-vous mettre en œuvre une amélioration des conditions de travail en incluant notamment une fin aux écarts indécents de rémunération et assurer ainsi l'égalité salariale entre les hommes et les femmes? Là aussi, vous savez, il y a eu un décrochage ces dernières années. On voit que 10% des revenus les plus élevés ont augmenté 10 fois plus vite que les 10% des revenus les plus faibles. Donc 15% de revalorisation du SMIC, mais aussi bien sûr des négociations dans toutes les branches permettant, au-delà du SMIC, de pouvoir évidemment augmenter les salaires et permettre que le travail permettent de vivre dignement. Les salaires en France sont extrêmement faibles, extrêmement bas, notamment pour les bas salaires, alors que le coût de la vie, que par exemple la question du logement est devenue une question centrale dans le poids des dépenses d'un ménage. Il y a 30 ans, c'était 12% du revenu du ménage qui partait dans le logement. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 30, voire 40, voire même 50% dans des zones très tendues comme Paris. Donc, faire en sorte que le travail rémunère, permette de vivre dignement par cette augmentation de salaire. Ensuite, réduire les écarts de 1 à 20. D'ailleurs, c'est préconisé par exemple, la Confédération européenne des syndicats et un grand nombre de think tanks progressistes. De 1 à 20, comment on fait? D'abord, en faisant en sorte que tous les salaires qui soient au-dessus de ce rapport-là de 1 à 20, eh bien, ne soient pas défiscalisés, en tous les cas ne soient pas considérés comme des salaires, mais bien comme de la rétribution du capital. Et donc, n'échappent pas à l'impôt sur les sociétés. C'est une façon de dire aux entreprises, continuez, si vous le voulez, à aller chercher, je peux imaginer bien sûr que pour un dirigeant, recruter dans, je dirais, des secteurs où telle ou telle compétences sont très rares, il y a une loi du marché pour ces compétences-là. Mais en même temps, la part des salaires qui va au-delà de ce rapport de 1 à 20, eh bien, ne sera pas considérée comme du salaire et donc elle ne permettra pas d'être déduite
de l'impôt sur les sociétés. Et puis, il y a aussi, pour permettre cela, la participation des salariés au conseil d'administration des entreprises, qu'ils y soient présents, qu'ils puissent être là pour justement servir les intérêts des salariés, faire en sorte qu'il y ait une meilleure redistribution de la valeur produite dans l'entreprise et qu'elle n'aille pas simplement vers les dividendes, comme quand même ça a été le cas ces dernières années. Et puis sur l'égalité femmes-hommes, parce que ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, parce que quand même on est en 2022 et quand j'ai démarré dans les années 80, vous voyez, c'est pas tout jeune, comme inspectrice du travail, c'était la première loi à l'époque de François Mitterrand, une loi Roudy, Yvette Roudy, ministre de l'égalité, qui instaurait cette égalité salariale, et moi à l'époque j'étais là comme jeune inspectrice du travail, j'essayais de faire respecter cette loi. 40 ans plus tard, il y a eu un peu de progrès, mais quand même pas à ce point-là. Donc là aussi, je veillerai bien sûr à ce que les aides aux entreprises soient conditionnées à un certain nombre de critères, dont celui de l'égalité salariale femmes-hommes. Et j'introduis aussi une mesure qui n'est pas une mesure directement salariale, mais je sais qu'elle joue un rôle très important dans l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, c'est le congé paternité, comme l'a fait l'Espagne, 16 semaines, dont 6 semaines obligatoires pour le papa. Très bien. La place qu'occupe l'environnement dans votre programme est importante, puisque d'une part, dans le domaine du droit juridique, vous comptez donner une valeur constitutionnelle à la protection de l'environnement, comme la lutte contre le réchauffement climatique, ou encore vous comptez définir et punir le crime d'écocide. Oui. D'autre part, vous comptez vous essayez de faire passer une transition écologique dans votre politique économique. Dans cette lignée, quelles seraient vos mesures dans la globalité de ces thématiques pour répondre à la crise environnementale ? D'abord, vous avez raison, consacrer les droits de la nature et le crime d'écocide dans la Constitution pour permettre justement d'avoir aussi une poursuite de celles et ceux qui, parfois à l'échelle internationale, sont en train de saccager, de dégrader notre environnement commun et sans qu'il y ait de recours possible parce que c'est difficile de se saisir d'un texte qui permette d'aller devant les juridictions. Aujourd'hui, il n'y a guère que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet de s'appuyer sur cet article pour aller contester ces fameux, c'est pas qualifié comme tel, mais que je qualifierais de crime d'écocide. Ensuite, la transition écologique, elle doit se faire dans l'économie de notre pays. On doit sortir rapidement d'une économie carbonée. Donc ça veut dire qu'il faut planifier cette sortie. Je propose une planification sur les 5 ans qui viennent, avec bien sûr une réorientation de nos moyens budgétaires, de nos investissements, des investissements aussi du plan de relance européen vers ces nouveaux secteurs. Je propose par exemple 4 odyssées industrielles qui viendront recueillir ces investissements publics et qui boosteront aussi les investissements privés, notamment dans les domaines de la santé. Bon, vous me direz, c'est pas directement l'environnement. En fait, c'est quand même pas très loin de l'environnement. Dans le secteur des énergies renouvelables, des mobilités, et puis un autre secteur qui n'est pas celui de l'environnement, même si quand même il faut qu'il ait des connexions, c'est celui du numérique. Donc une planification de notre économie qui doit nous permettre de faire quoi ? Réorienter les investissements massivement et aussi accompagner les travailleurs des secteurs carbonés vers les activités non carbonées, vers lesquelles nous devons aller. C'est pour ça que je dis aussi dans
dans ce projet que aujourd'hui l'enjeu de l'écologie, il est d'abord social et économique. Il est social parce qu'aujourd'hui, les efforts, ils reposent sur qui? Sur les classes moyennes et les plus fragiles. À travers quoi? À travers des formes de TVA. Regardez, l'augmentation des prix de l'énergie ou des prix de l'essence aujourd'hui, qui sont quand même, qui s'inscrivent dans une crise plus globale qui a à voir avec la crise climatique. Sur qui ça pèse? Sur les plus fragiles, sur les et aujourd'hui on est fragile quand on est dans la classe moyenne, parce que c'est la TVA qui est l'impôt le plus injuste et qui finalement pèse beaucoup plus lourdement sur ceux qui ont les revenus les plus faibles. C'est eux qui payent aujourd'hui le prix de cette transition. C'est eux qui payent aujourd'hui aussi dans les mutations d'entreprises qui, secteur automobile, aéronautique, etc., qui sont des secteurs très impactants aujourd'hui, ils sont très carbonés. C'est eux qui payent le prix des réductions des effectifs, des délocalisations qui ont été imaginées aussi par un certain nombre de dirigeants pour échapper justement à cette, je dirais, à cette appréciation de leur empreinte environnementale. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement par des mesures sociales. C'est pour ça que je veux rétablir l'ISF pour que l'essentiel du produit de cet ISF de l'ordre de 4 milliards d'euros soit consacré à des mesures sociales d'accompagnement de la transition écologique, comme par exemple l'accompagnement de nos concitoyens vers des mobilités qui soient des mobilités moins polluantes que les voitures thermiques, sauf qu'aujourd'hui vous êtes un ouvrier, un employé en zone rurale, vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller travailler. Vous aimeriez pouvoir changer votre voiture, prendre une voiture électrique, sauf que ça coûte très très cher d'acheter une voiture électrique. Eh bien, je propose par exemple une mesure de leasing social pour que le prix mensuel de la voiture électrique que vous aurez soit, en fonction bien sûr du niveau de ressources, équivalent au prix d'une voiture thermique. Et donc, ces mesures sociales, à la fois qui accompagnent directement les ménages dans leur pouvoir d'achat et leur capacité à aller vers ces produits et ces nouveaux modes décarbonés, mais aussi, bien sûr, de l'accompagnement par la formation des travailleurs, des salariés, pour qu'ils puissent être évidemment accompagnés vers les emplois des secteurs non carbonés que nous allons promouvoir. Nous en arrivons maintenant à vos engagements en matière de politique étrangère. Dans votre programme, la dimension européenne a un rôle important, comme par exemple une politique migratoire commune qui permettrait aussi permettre l'initiative législative du Parlement européen à l'égal de la Commission, mais aussi la mise en place d'une TVA verte ou une taxation plus forte des multinationales. Dans cette optique, quels sont vos objectifs à l'échelle européenne en matière économique et sociale et au niveau de la diplomatie étrangère à l'égard des autres grandes puissances? On voit bien qu'une grande partie des solutions, y compris nationales, elles passent par cette échelle européenne pour une raison simple, c'est que dans cette nouvelle géopolitique mondiale, pour peser, pour promouvoir le modèle, je crois profondément au modèle européen, qui est un modèle à la fois démocratique, un modèle qui promeut aussi l'état de droit, qui promeut également l'égalité, bref, un modèle vertueux, même s'il n'est pas, voilà, dans la réalité, il y a encore beaucoup de boulot, mais si on veut peser et pouvoir, au niveau de la France, déployer des politiques qui soient plus justes, qui soient aussi des politiques modernes et qui garantissent une meilleure vie à nos concitoyens, ça passe par cette échelle européenne qui est celle qui nous permet aussi de peser dans les relations économiques et diplomatiques mondiales. Donc je suis pour une Europe qui soit une Europe forte, qui se concentre sur les grands défis dont on vient de parler, le défi social, le défi écologique et le défi démocratique.
Pour cela, cela veut dire aussi, bien sûr, protéger ce que nous sommes, y compris le protéger d'un point de vue économique. Il faut qu'on arrête d'être une passoire à des produits qui arrivent sans qu'on tienne absolument compte de la façon dont ils ont été réalisés, ni quant à leur impact environnemental ou social, voire même des produits qui sont des produits liés directement soit à la traite des êtres humains ou à des formes d'exploitation qui ne sont pas admissibles. Donc il faut qu'on soit plus protecteur, comme le sont d'ailleurs beaucoup d'autres espaces économiques, qu'on sorte d'une forme de naïveté que peut-être l'Europe a pu avoir, parce qu'une partie de notre force viendra aussi du poids économique qui sera le nôtre, et notamment du poids économique dans une perspective de cette transition écologique juste. Ça veut dire qu'il faut aussi une Europe de la défense. Et moi, je défends vraiment cette idée que, bien sûr, on reste au sein de l'OTAN, mais il faut qu'on ait une Europe de la défense qui nous permette aussi de parler d'une seule voix, de pouvoir dire fortement, par exemple, lorsque la Russie masse et Vladimir Poutine masse 100 000 hommes aux portes de l'Ukraine parce qu'il considère que c'est sa zone d'influence, alors que l'Ukraine a une dimension profondément européenne et qui demande à être reconnue comme profondément européenne, que l'Europe ne se laisse pas dicter sa position dans un dialogue aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine dont nous sommes absents. Donc il faut cesser avec cette faiblesse intrinsèque à l'Europe, surtout dans cette géopolitique mondiale où on a deux grands blocs, les États-Unis et la Chine, qui s'affrontent, disons les choses clairement, et on l'a vu notamment autour de cette histoire dont on a fait les frais sur les sous-marins et notamment les sous-marins achetés par l'Australie. On voit bien ces deux blocs qui s'affrontent, et puis il y a d'autres puissances qui essayent de dire qu'elles restent des puissances avec lesquelles il faut évidemment jouer. Je pense par exemple à la Russie, mais je pense aussi à la Turquie. Et il faut que l'Europe soit forte pour pouvoir aussi se faire respecter dans cette géopolitique où que font un certain nombre de ces pays, ceux qui affirment leur puissance et ceux qui voudraient qu'on la reconnaisse encore. C'est qu'ils flirtent avec les règles du droit international, qu'ils contestent d'ailleurs le multilatéralisme, qu'ils contestent d'ailleurs même l'idée même d'un droit international, qu'ils contestent d'ailleurs le pouvoir de l'ONU en essayant de l'affaiblir et d'en faire une coquille vide comme des autres instances internationales. Donc on voit bien qu'on est dans un monde qui est extrêmement dangereux par cette instabilité et ce jeu nouveau dans lequel l'Europe doit jouer un rôle clé. Et dans ce rôle clé à l'international, l'Europe doit avoir une relation privilégiée avec l'Afrique. Ça aussi, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel parce qu'on ne peut pas redéfinir le positionnement de l'Europe sans évidemment le définir avec l'Afrique. Très bien. Pour en finir, nous aimerions évoquer la place de la jeunesse au sein de la vie politique et de votre programme. En effet, lors des dernières élections régionales, près de 90% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. Comment comptez-vous mobiliser une génération désenchantée par la politique et quel message souhaiteriez-vous apporter à la jeunesse ? C'est bien sûr difficile parce que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, parce que ça passe bien sûr par tout ce qu'on a dit aussi sur le système éducatif. Mais moi, je trouve qu'on est dans un pays qui est trop malveillant avec sa jeunesse. Voilà. Qui met sa jeunesse dans une situation de difficulté, qui ne l'accompagne pas. Il y a des pays qui sont bien plus bienveillants, je parlais des pays du nord de l'Europe, qui considèrent que la jeunesse est leur chance. Et je pense que d'ailleurs, la jeunesse, c'est ce qui doit pouvoir réunir normalement le peuple français. Parce que je pense que tous les Français sont d'accord pour se dire qu'on pourrait se mettre d'accord au moins pour assurer un avenir à nos enfants. Et donc, la place de la jeunesse, pour moi, elle doit être dans la reconnaissance, dans le respect, dans aussi cette bienveillance qu'on doit lui accorder par un système éducatif, par des droits aussi.
des droits qui sont les droits de l'enfant à reconnaître. Vous savez qu'il y a encore aujourd'hui, et les derniers rapports qui parlent de ce sujet extrêmement difficile de la pédocriminalité montrent à quel point ces violences sexuelles sur les enfants sont importantes dans notre pays et qu'on n'a pas reconnu ces droits au bon niveau. La parole se libère et tant mieux. Donc, reconnaître la place de la jeunesse, c'est lui reconnaître des droits. Et notamment dans le programme qui est le mien, au-delà de ce qu'on a pu dire sur l'éducation, c'est reconnaître aussi que les jeunes ont le droit d'avoir des rêves. Je propose qu'il y ait un capital qui soit accordé à chaque jeune de 18 ans, indépendamment du niveau de ressources des parents, que ce capital de 5 000 € permette à un jeune, quand il a 18 ans, de se dire ben voilà, j'ai ces 5 000 €, je vais pouvoir peut-être m'en servir pour un projet d'études à l'étranger, d'études de langue, le projet qu'il voudra, mais qui lui permettra aussi de se sentir accompagné dans ses rêves. Bien sûr, ces 5 000 €, ça ne permettra pas de faire non plus n'importe quoi, mais c'est une marque de confiance que je veux donner aux jeunes. Et puis, l'autre élément, là, plutôt pour les jeunes qui sont en situation de précarité, et vous connaissez autour de vous sûrement beaucoup d'étudiants qui souffrent de ces situations-là, prévoir aussi un minimum jeunesse pour que voilà, les fils qui se forment devant les banques alimentaires où on voit toute cette jeunesse qui est dans cette situation de grande précarité ne soit plus une réalité. Mais surtout par rapport à la vie politique, moi j'ai envie de dire aux jeunes, mais engagez-vous, prenez en main, mais vraiment allez-y, on a besoin de vous, il faut que vous poussiez la porte des partis politiques, des organisations. Il faut aller voter parce que si effectivement les politiques continuent à considérer que les jeunes, on leur parle mais ils votent pas et que, entre guillemets, ceux qui votent ce sont les plus âgés, les revendications et les aspirations de la jeunesse auront du mal à être prises en compte. Et moi, je ne connais pas d'autre système, d'abord, permettant de vivre ensemble que la démocratie. Et je ne connais pas d'autre système que le vote pour départager les avis différents qu'on peut avoir. Et c'est ça la démocratie. Donc il faut s'en servir. C'est pas un discours incantatoire, mais si vous voulez vraiment, et on a besoin du politique, parce qu'on pourrait se dire, bon, tout ça, je m'en fiche, je m'en passe, je vais vivre ma vie loin de tous ces gens qui racontent des trucs que je comprends pas à la télé, et qui en plus, puisque les politiques ont une image à peu près aussi dégradée que les journalistes, nous racontent des trucs qui n'ont rien à voir avec nos vies. Ok, on peut en rester là, mais la meilleure façon de faire changer les choses, c'est de s'y impliquer. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire sans le politique. Parce que le politique, c'est celui qui porte les lois, qui porte les droits, qui permet de prendre en compte ou pas les réalités, qui posent problème. Et on ne peut pas se passer du politique, ça n'existe pas. Une démocratie 100% directe, ça n'existe pas. Il faut, et c'est normal, qu'il y ait des espaces de dialogue qui soient régulés, arbitrés par des règles du jeu que tout le monde accepte. C'est comme en sport. Le sport est une belle métaphore, je trouve, quand même, de la politique. Vous prenez un match de foot, vous avez un arbitre, vous avez des équipes. L'arbitre, c'est celui qui fait respecter les règles du jeu. À la fin, il y a un gagnant, un perdant. On se serre la main, on se respecte parce qu'on a joué dans des règles du jeu qui étaient transparentes et où finalement c'est le meilleur qui a gagné. Je pense qu'en politique, il faut vraiment que les jeunes rentrent directement dans la politique, pas pour faire comme leurs aînés, pour aussi apporter leur vision du monde à eux, qui est très différente de la nôtre. Parce que ma génération à moi, elle n'a pas grandi avec cette idée qu'il y avait une crise climatique qui, voilà, aujourd'hui, on sait qu'à 2030, il y aura une irréversibilité. Donc 2030, c'est demain. Ma génération, elle n'a pas grandi de cette façon-là. Elle a grandi en se projetant dans des rêves assez fous. On avait le droit d'avoir des rêves fous. Et aujourd'hui, vous les jeunes, vous êtes dans une autre logique, dans un autre monde. Et finalement, on ne prend pas suffisamment en considération ce que sont vos idées et vos rêves dans un monde que vous savez
un monde qui a une fin et qui a été très très abîmé. Donc je pense qu'on a vraiment besoin et des idées et de l'énergie de la jeunesse. Et je vais finir là-dessus, mais en tant que maire de Paris, j'ai très vite mis en place beaucoup de formes participatives dans lesquelles les jeunes pouvaient venir s'exprimer. Le budget participatif, je l'ai ouvert à partir de 7 ans. Donc les petits Parisiens peuvent voter à partir de 7 ans sur des projets. Et d'ailleurs, les écoles parisiennes se sont saisies de cela et même ont proposé des projets dans le budget participatif issus des propositions des élèves. Et les jeunes, avec leurs projets, ils font campagne dans le quartier avec des flyers, avec des documents. Ils font campagne sur leurs projets. Ils vont convaincre. Et après, si leur projet il est accepté, ils vont le suivre. Ils vont voir ce que c'est aussi une façon de gérer des décisions publiques pour qu'elles soient mises en application. Donc je pense qu'il faut vraiment... La démocratie, il faut la pratiquer. Si on ne la pratique pas, elle mourra. Et il faut que les jeunes la pratiquent. Je sais qu'ils n'ont pas confiance ni dans les partis politiques, ni dans la parole politique, ni dans les médias, ni même dans la démocratie, mais à eux de venir faire changer les règles du jeu et aussi en inventer d'autres. Je pense que c'est très très important comme message à la jeunesse, au-delà d'un programme avec 70 propositions. Merci Madame Hidalgo pour avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube de Polygone, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'était la grande entrevue présidentielle de Madame Hidalgo pour Polygone.